Donc bonjour et bienvenue pour cette première séance. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Federica Politano, qui est docteur en sciences du langage et chargée de cours à l'Université des études internationales de Rome. Comme on l'a indiqué, elle va nous parler aujourd'hui de son travail de thèse qu'elle a actualisé et qui portait sur la rhétorique de la menace chez Donald Trump, l'usage que Donald Trump fait de la menace dans ses tweets et sur les réseaux sociaux. Federica, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être de votre aujourd'hui et je remercie beaucoup Christine Barat et les autres organisateurs du séminaire pour l'invitation. Alors, j'y partage les diapos. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est parfait. Ok, donc alors le propos de cette présentation est de exposer quelques résultats de ma recherche doctorale consacrée à l'étude de la menace dans les tweets présidentiels de Donald Trump, donc le premier mandat. Et au début de mon parcours doctoral, de nombreuses recherches avaient déjà été menées sur Trump, sur sa rhétorique et des études qui composent aujourd'hui un véritable champ de recherche dénommé Trump Studies. Et j'avais donc un vif désir de me positionner vis-à-vis ce domaine et très vite j'avais compris que l'usage de la menace sur les réseaux sociaux de la part de mania de l'immobilier à la tête des États-Unis restait un terrain à défricher. Et donc, j'ambitionnais de parcourir ce sentier peu battu par les chercheurs en sciences du langage et les analystes du discours. Euh, la recherche avait pris cette direction même dans le but d'analyser l'articulation entre ce phénomène linguistique qui est la menace et le contexte numérique, donc Twitter, dans lequel il est inscrit de la part d'une figure institutionnelle, d'une figure politique, présidentielle et donc, une pratique verbale qui se fait composite, qui devient technolangagère. Et parallèlement, il s'agit, à mon avis, d'un sujet qui a connu un regain d'intérêt parce que, au vu de l'actualité politique internationale que nous sommes en train de vivre et au vu du retour de Trump pour un second mandat à la Maison-Blanche. Pour cette présentation, je me servirai d'exemples tirés du corpus Twitter que j'avais soumis à une analyse qualitative, mais également d'exemples tirés de Truth Social, la plateforme lancée par Trump après sa défaite présidentielle électorale en 2020 et fortement inspirée de Twitter ou X, moi je continue de l'appeler Twitter, et afin de démontrer la constance du président américain dans la pratique de la menace et sur les médias socio-numériques ainsi que de l'utilisation d'un langage, d'une grammaire spécifique et propre à lui, à ses menaces et à son Trump speak, donc à son idiome. Alors, pour la construction du corpus Twitter, qui totalisait près de 408 présentés sous forme de capture d'écran, sur une période écalée de 2016 à 2021, j'avais tiré parti d'une base de données gratuite et librement consultable dénommée Trump Twitter Archive Version 2, que vous voyez sur la diapo. Et cette base enregistrait les tweets de Donald Trump que Donald Trump a publiés sur son profil Real Donald Trump toutes les 60 secondes
Et il s'agit d'une base qui présente des fonctionnalités des tri, des filtres euh, que je n'avais pourtant toujours pas exploité parce que j'avais sélectionné la période qui m'intéressait et effectué la lecture de tous les messages qu'il avait publiés pour limiter les risques de perte. Et pour ce faire, je disposais des paramètres linguistiques de la menace, par exemple la définition, les configurations morphosyntaxiques, et des paramètres contextuels tirés même de la presse et des articles de la presse que j'avais consultés pour vérifier les réactions des journalistes aux messages postés par le président. Et ensuite, le corpus d'études constitué m'avait ouvert à la théorie des actes de langage de Austin et de Searle, donc l'acte de menace, et à la théorie de l'énonciation, par exemple l'analyse des formes d'adresse ou de la prise en charge énonciative, à l'examen de l'éthos et à l'articulation, bien sûr, entre euh, les éléments langagiers et les aspects techniques. Donc, j'avais mobilisé des concepts tirés de l'analyse de discours numérique selon l'approche de Marianne Pavot. Et en outre, la recherche m'avait conduit à explorer sur le fond la question du discours politique et numérique, du tweet politique, et j'avais même ouvert une fenêtre sur les travaux issus des Presidential Studies, donc du champ de recherche qui concerne les discours présidentiels américains. Alors, qu'est-ce qu'une menace? Suivant la définition générale du dictionnaire du Trésor de la langue française informatisée, une menace est une manifestation de violence par laquelle on signifie à autrui l'intention que l'on a de faire du mal. Donc, à prise dans sa globalité, l'acte de menacer consiste à faire connaître à son destinataire une intention, verbalement, par écrit, par des gestes ou par des images, de le nuire, en suscitant en lui un sentiment de peur et en laissant présager un danger pour sa personne. Et en fait, la menace figure aussi comme un sophisme dénommé argumentum ad baculum, où baculum signifie bâton, étant donné que l'orateur tente de faire accepter en conclusion à son interlocuteur en recourant à la menace, à la force, à l'intimidation, et plutôt que par des preuves valides. Et donc la peur remplace la logique. La menace s'insère parfaitement dans la communication indisciplinée de Donald Trump où la force et la démesure se donnent un spectacle. Il y a un discours de menace qui plonge ses racines dans sa carrière de promoteur immobilier, donc qui précède sa carrière politique et présidentielle, et qui est fortement lié à sa personnalité. Cette communication offensive, anti-système, violente, donc, est préexistée et c'est ensuite prolongé et bien consolidé une fois au pouvoir, euh, même à travers les réseaux sociaux. Et déjà avant d'être président, Donald Trump avait une solide réputation d'intimidateur dans le monde de la négociation des affaires. Et s'appuyant sur une philosophie, celle du fight back very hard, du frapper fort, composée souvent de métaphores guerrières, insistant sur une volonté d'affrontement, et tout cela combiné avec une personnalité impulsive, excessive, et même dans les réactions. Trump est revanchard, il n'accepte jamais la défaite, il s'emporte facilement
et il a une attitude agressive et il s'en prend violemment à tous ceux qui le critiquent. Donc, une personnalité hors norme et comme plusieurs experts en sciences politiques l'ont constaté, unpresidential. Et en négociation, Trump a une méthode. Il utilise une méthode, un schéma très précis. Il adore les deals et il préfère l'extorsion plutôt que la coopération. Il exploite sa position de force pour modifier un accord déjà conclu ou déjà signé. Et en demandant une concession impossible à son partenaire, et puis il accepte de revoir cet accord à condition que son partenaire lui donne quelque chose. Et ici, j'ai ajouté une citation reprise d'un article journalistique où un expert en négociation euh, et confirme la tactique de l'intimidation du président. Et en fait, Trump réduit toujours la négociation à un choix binaire et ceci se reflète sur la langue. Et souvent, il recourt à la construction prototypique de la menace, c'est-à-dire la menace est sous condition, situe à leur jeu composé d'une prothèse et qui présente le caractère injonctif car l'agent dicte à la cible une conduite à respecter et une apodose qui annonce la conséquence est préjudiciable si ce qui est exigé n'est pas en fait rempli. Alors, le discours de Trump n'est pas un discours comme les autres. On y trouve une profusion de stratégies et de phénomènes linguistiques qui ont alimenté son succès et qui sont fidèles à sa rhétorique habituelle. Euh, Prenons le phénomène de l'illéisme comme point de départ. L'illéisme, l'action de parler de soi à la troisième personne, une forme souvent associée à une façon infantile et égocentrique de s'exprimer afin de mettre en scène sa personne et de faire de l'autopromotion. Euh, la pratique du Trump Self est devenue une marque et j'ai récupéré ce tweet qui est une menace à l'encontre de la Chine et qui nous renseigne également sur la manière dont Trump fait l'éloge de soi. Donc, au début, il écrit Your all-time favorite president, donc votre président préféré de tous les temps. Et la maxime de la modestie n'est pas respectée. Et ce procédé lui permet d'exalter sa personne et sa fonction présidentielle, de vanter son énorme popularité et il vise également à flatter son auditoire et donc il exalte son patriotisme en désignant les agriculteurs américains comme qui forment la plupart forment sa base MAGA et comme les meilleurs au monde. Donc il y a une sorte de populisme fondé sur la défense des intérêts américains et il y a même une stratégie d'appartenance à un groupe, d'appartenance tribale. L'avantardise, en anglais bragging, est un autre procédé propre à Trump. Alors, ce message au style hyperbolique dans tous les sens contient un sous-entendu. Il s'agit d'une contre-menace en réaction voilée, en réaction à un discours violent prononcé par Kim Jong-un à l'encontre des États-Unis. Et Trump riposte par ce message où, je cite Boulin et Lévy, qui ont écrit où se joue un rapport des pouvoirs qui s'appuie sur un attribut primaire, la taille.
Trump écrit, il dit avoir un bouton nucléaire plus gros et qui fonctionne. Et donc, c'est un discours autoréférentiel qui fait transparaître une masculinité, une virilité qui cadre avec sa tendance à théâtraliser et, euh, et à donner spectacle. Et la taille du bouton nucléaire désigne métonymiquement la force nucléaire et en même temps, il vise à insulter. Souvent, les menaces trumpiennes contiennent des insultes qui renforcent l'acte de menace. Et en l'occurrence, il insulte Kim Jong-un, il le dénigre en le qualifiant d'impuissant. Le langage de Trump est très répétitif, composé des substantifs et d'adjectifs qui apparaissent en répétition dans ces messages. Dans le truth, j'ai souligné un verbe, par exemple, worse, loser, horrible, qui sont des adjectifs qu'il utilise très souvent. Et l'usage des majuscules. Il adore placer les majuscules dans ses messages, ce qui est un signe d'égotisme et surtout il est très conscient de tout cela car il sait que tout ce qu'il dit va être analysé et repris surtout par la presse. Et donc ce truth est très récent. Trump célèbre la suspension du show de Jimmy Kimmel. Il menace même les autres présentateurs, Jimmy Fallon et Seth Meyers, en disant qu'ils seront les prochains. Et l'autre message est un truth qui est entièrement écrit à lettres capitales et ce qui arrive très souvent, surtout quand il est emporté par la colère. Et ici, il menace les procureurs dans le cadre de l'investigation sur les faits survenus le 6 janvier au Capitole. Et il écrit, si vous vous en prenez à moi, je vais m'en prendre à vous. Euh, Donc, la langue de Trump est une langue superlative et, à travers des phrases hyperboliques, comme par exemple, qui sont devenues ces signature phrases. Donc, on les trouvait très souvent. J'avais trouvé beaucoup de messages avec cette phrase, The likes of which has never done seen before. Il y a des variantes parfois. Et cette capture d'écran est une contre-menace à l'encontre de Kim Jong-un, qui avait provoqué le chef d'État américain. Et on peut remarquer un registre de force et une menace hyperbolique. Trump dit que Kim Jong-un va être testé comme jamais auparavant. Et il a toujours, euh, il y a également une insulte. Il qualifie Kim Jong-un de fou qui ne craint pas d'affamer, de tuer son peuple. Et donc, encore une fois, les insultes contribuent à alimenter, pardon, à intensifier les menaces. Et à côté, un tweet avec la même phrase, un peu modifiée. Et il s'agit d'une menace à l'encontre des l'Iran. Et à propos des majuscules et de langage superlatif, voici un message où on peut remarquer une surenchère typographique, un suremploi de majuscules pour proférer une menace, une contre-menace adressée au président de l'Iran qui avait mis en garde les États-Unis. Et le langage est disproportionné et prête le flanc à diverses émotions, mais surtout à la fureur.
C'est comme si Trump avait utilisé un mégaphone sur Twitter et il a écrit au président de l'Iran, ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous devrez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connu. Donc voilà à nouveau la phrase typique que Trump utilise. Et alors, dans la catégorie des petites phrases trampiennes, on peut constater, alors j'avais recensé des messages contenant See you in court, rendez-vous au tribunal. Euh, En toute probabilité, il s'agit d'une expression recyclée du monde des affaires où il a coutume de menacer de poursuivre en justice ses partenaires lorsqu'il ne parvient pas à obtenir ce qu'il veut. Et le premier tweet est une menace brandie au juge de la Cour suprême pour avoir stoppé le Muslim ban. Et il a intégré un appel à la peur, un autre procédé très utilisé par le président. Il dit que la sécurité des États-Unis est en danger. Et le Truth à côté est récent. Il contient une menace à l'encontre du Wall Street Journal dans le cadre des documents classifiés de Epstein. Et la menace de recourir à la justice est brandie de façon plus vulgaire. Et cela montre également une évolution d'une certaine manière du langage des Trump par rapport au premier mandat pour ce qui concerne l'expression de la menace. Autre formule très utilisée, formule des menaces, est big price to pay, faire payer le prix à quelqu'un. Une phrase qui désigne une punition à venir, un désir de vengeance. Et le contexte de cette menace directe contre l'Iran, je parle de celui ici au centre, euh, et c'est une menace directe qui survient après une attaque à l'armée américaine installée en Irak. Et Anchor, le Truth à côté, qui date 17 septembre 2025. Dans le viseur du président se trouve Jack Smith, qui est un ancien conseiller spécial, et Joe Biden, qui font souvent l'objet de ces menaces, pour avoir mené une enquête à son avis corrompu sur l'association Turning Point USA, cofondée par Charlie Kirk, l'activiste ultra-conservateur récemment assassiné, et Trump menace de faire payer le prix au juge qui avait tenté de faire cesser les activités de cette association. Pour ce qui concerne la catégorie des slogans, je vous propose ce tweet qui contient le slogan Law and Order, la loi et l'ordre, une formule historiquement chargée, étant donné que Nixon l'avait utilisé pour gagner les élections en 1968 et qui résume une certaine idéologie de parti. Trump a adopté cette devise qui revient souvent dans ses discours et à l'occurrence, elle est employée dans le contexte des manifestations à New York organisées contre la violence policière euh, par les mouvements Black Lives Matter. Et lorsqu'il parle de la loi et de l'ordre, il entend approuver la justice rendue par les vigilantes. Donc, il s'agit d'un slogan clivant. Et ici, il utilise même le tag pour communiquer avec le maire de New York qui est accusé de rien faire contre les manifestants.
La rhétorique de la menace de Trump est une rhétorique instinctive et réfléchie, parfois anxiogène, et qui présente une dimension guerrière, caractérisée par la mobilisation des mots chocs et de mots violents qui contribuent à intensifier le discours de menace et à rendre plus crédibles les menaces aux yeux de la cible. Et ces discours parfois basculent dans des discours de haine. À travers la pratique du name calling, donc le fait d'attribuer des surnoms à ses ennemis, Trump stigmatise, insulte, se moque, dénigre et pour valoriser soi-même. La pratique du name calling consiste à associer un terme disqualifiant, parfois entremêlé à l'humour, au nom propre et portant sur un trait moral ou une caractéristique physique de l'adversaire. Et donc ici, vous avez par exemple Shifty Adam Schiff, démocrate qui était impliqué dans la tentative de destitution du président Trump, accusé d'avoir sollicité l'aide de l'Ukraine pour euh, trouver des éléments compromettant la réputation de Biden. Et shifty veut dire rusé. Donc on trouve le name calling porte sur un trait moral. Alors qu'à côté, on trouve le Little Rocket Man, que tout le monde, je pense, connaît. Donc, le petit homme fusée en référence à Kim Jong-un. Et en fait, de cette manière, Trump parvient à assurer la persistance de ces sobriquets dans l'esprit collectif. Euh, la dimension belligérante et guerrière dans ces menaces s'appuie surtout sur l'exaltation de la puissance militaire des États-Unis. Donc, j'ai choisi ce tweet, cette missive, cette lettre qu'il avait publiée sur son profil Twitter, adressée à Kim Jong-un. Il annonce l'annulation de leur rencontre prévue à Singapour et la lettre s'ouvre sur un ton amical pour ensuite changer de tonalité et transiter vers la dénonciation, l'indignation et la menace. Et dans l'extrait, vous voyez qu'il invoque l'utilisation de l'arsenal nucléaire en guise de menace. Il écrit, vous évoquez votre arsenal nucléaire, mais le nôtre est si massif et si puissant que j'ai prie Dieu que nous n'ayons jamais à en faire usage. Donc, il vise également à exalter la force américaine, une capacité nucléaire exceptionnelle, hors norme. Et j'ai même inclus ce Truth que j'ai dû séparer parce qu'il était trop long et où on retrouve plusieurs éléments de sa rhétorique, par exemple envers l'exaltation de la force américaine qui est létale, qualifiée de létale, ou par exemple les majuscules et à nouveau la phrase Hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before. Et l'illéisme en bleu, où il dit Do not threaten the American people in their president. Et après, il fait l'éloge de soi. Ouh. OK. Et donc, le tweet de cette diapo a fait l'objet d'une suppression de la part de la plateforme Twitter. Pourquoi? Parce que si la menace se criminalise, elle devient délit de parole selon la linguistique légale que j'avais abordée dans ma thèse. Donc, elle devient la language crime, un crime de langage, dans la mesure où la menace est effectivement une infraction pénale
performer au moyen du langage. Donc, Twitter avait signalé le message, comme vous voyez, mais après, il avait supprimé. Et euh, ici, nous avons un exemple d'incitation à la violence et physique. Ce message s'inscrit dans le cadre des protestations contre l'assassinat de George Floyd. Et au-delà des mots chocs, comme par exemple tags en majuscule, qui veut dire voyou contre les manifestants, c'est en fait le slogan When the looting starts, the shooting starts, pouvant se traduire par quand le village commence, la fusillade démarre, qui est en citation du chef de la police de Miami, prononcé en 1967 et contre le mouvement afro-américain des droits civiques. Donc, il s'agit d'un slogan raciste et d'un prédiscours qui est recontextualisé tout en conservant la signification. Et il y a une exaltation de la violence policière à l'encontre des manifestants. Alors, dans cette dernière partie de ma présentation, je souhaite traiter l'exploitation du président, des fonctionnalités du réseau Twitter et du réseau Truth Social pour proférer ces menaces. Donc, j'avais trouvé des photomontages et ici, Trump s'inspire de la série Games of Thrones et il détourne la phrase emblématique de la série Winter is coming, l'hiver arrive. Euh, dans le premier photomontage, il profère sa menace au Mexique et aux démocrates en disant que The wall is coming, que le mur arrive. Et dans le deuxième photomontage, il s'adresse à l'Iran en disant que les sanctions arrivent. Donc, il transforme cette réplique en menace et il utilise même la même police et les mêmes codes esthétiques de la série. Euh, alors, un autre photomontage, Trump menace ici, donc on le voit brandir une batte de baseball à côté de la tête du procureur Bragg. Il y a une probable référence à la scène du film de Francis Ford Coppola, Les Incorruptibles dans lequel le chef de la mafia italienne Al Capone, interprété par Robert De Niro, fracasse la tête dans de ses lieutenants avec une batte de baseball lors d'un dîner. Ce photomontage avait été publié et après supprimé par Trump, enfin par son équipe, parce il avait fait l'objet d'une forte critique. Et il s'agit d'un clair exemple d'incitation à la violence explicite. Et surtout, à cause de ce photomontage et des menaces contre sa personne, Bragg avait même affirmé avoir reçu une lettre d'insulte contenant de la poudre blanche. Et donc, on peut voir comment Trump a, d'une certaine manière, légitimé la menace. Et à côté, le Truth a été publié récemment et Trump menace de déployer la garde nationale à Chicago et avec une force apocalyptique et il s'inspire ici du film Apocalypse Now. Même il utilise
la phrase cult, j'adore l'odeur des expulsions le matin. La phrase cult était en fait, j'adore l'odeur du napalm le matin. Et donc, il fait référence au film qui se déroule pendant la guerre du Vietnam. Et il y a même un jeu de mots qu'il utilise, Chipocalypse Now. Donc, il est intéressant même de voir comment il mêle l'humour et la menace réelle, en fait. Alors, à gauche, ici, on a un autre photomontage. Donc, on voit le président Barack Obama qui est au volant d'une voiture et qui est suivi par de nombreuses voitures de police avec Trump lui-même et son vice-président ici, J.D. Vance, au volant. Obama est une autre cible préférée depuis longtemps, depuis 2009, quand Trump a commencé à tweeter. Euh, et à côté, nous avons une vidéo. Ça, c'est en fait un mème, c'est pas un photomontage, mais. Et on a une vidéo que je n'ai pas pu récupérer, mais en fait, c'est une vidéo montrant Joe Biden, pieds et mains liés sur le coffre d'une voiture. Et même cette vidéo avait été considérée comme une menace, une incitation à la violence contre le président. Et alors, on termine sur cette vidéo qui avait fait l'objet d'une dure critique, étant donné que la visée ici est d'alimenter un sentiment d'anti-media anger via Twitter, le réseau social. Et par la publication de cette vidéo, Trump a montré à quel point il doit être pris au sérieux dans l'incitation à la violence contre la presse libre. Et cette vidéo montre le président des États-Unis en train de simuler une agression physique contre la CNN, la chaîne télévisée, et qu'il rebaptise même dans les hashtags avisés injurieuses Fraud News CNN ou FNN qui veut dire Fraud News Network. Donc, il utilise les hashtags de façon très créative et très personnelle. Et ce sont des hashtags créés ad hoc. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. OK. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Federica. Donc, je propose peut-être qu'on donne la parole aux participants. On va peut-être arrêter le partage d'écran. Oui. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques à solliciter la parole. Alors, peut-être en attendant que des questions. Alors, oui, Luciana, pardon. Je me lance le temps que les autres formulent leurs questions. Merci beaucoup, Federica. Ce fut très intéressant et très instructif. Euh, Très fertile comme terrain aussi, j'imagine, tout ce que tu as pu trouver dans cette archive. Alors, je ne connaissais pas l'existence de cette archive, tant mieux que tu nous l'aies dit.
Je me demande si ce type d'études que tu as menées bouleverse ou pas les presidential studies que tu as évoquées au début de la séance. S'il y a voilà, une branche ou un sous-axe qui s'appelle Presidential Studies, est-ce que les Trump Studies que tu évoques, et en toute honnêteté, je ne connaissais pas l'existence même de la sous-discipline, si tu veux. Et donc, est-ce que les Trump Studies feraient partie ou non d'une Presidential Studies qui serait en principe un petit peu différent de la communication que Trump réalise quotidiennement? Merci beaucoup. Merci à vous pour la question. Alors, oui, Presidential Studies. Alors, dans ma thèse, j'avais en fait abordé en grande ligne l'évolution du discours présidentiel américain donc en partant des pères fondateurs jusqu'à Trump. Et bien sûr, le discours de Trump est un discours qui ne rentre pas dans les discours typiques des présidents américains. Et j'avais surtout analysé, mobilisé le concept de going public dans le discours américain. Le going public est le fait du président de s'adresser directement à l'opinion publique sans passer à travers le Congrès. Et, euh, et j'avais donc pris ce concept et chez Trump, ce going public en fait devient un going Twitter parce que je ne veux pas dire que sa communication est totalement, entièrement technocentrée, mais une bonne partie de sa communication est sur les réseaux sociaux. Et donc, par rapport aux présidents qui l'ont précédé, bien sûr, il a représenté sa communication a été inédite parce que il a même gagné à travers et grâce à Twitter. Donc, il a une communication totalement différente et bien plus violente par rapport à même à certaines figures, même s'il s'inspire, plusieurs experts ont dit qu'il s'inspire de Andrew Jackson, qui était un président populiste et qui utilisait la violence verbale. Mais Trump est vraiment un dépassé des limites. Et ces limites, il les a dépassées sur les réseaux sociaux. Donc, il a transformé ce going public en going Twitter. Excellent, C'est merci pas ça. beaucoup, Federica. Si, si, c'est très bien. Et d'ailleurs, peut-être que, il y aurait du coup une Presidential Studies au-delà des États-Unis, parce que ce que tu évoques, et tu l'as dit, bien dit au début, ne traite que des États-Unis, mais il y a un genre de discours présidentiel, et je pense aux travaux de Aileen Naguccio, qui a travaillé sur le discours présidentiel en Argentine. Euh, Ah, et justement, son objectif, et je pense que le tien aussi, c'est de dire qu'il y a cette catégorie discursive qui est celle des discours présidentiels et que Trump fait nota part dans tout cela. Super. oui, merci. Je savais pas, je connaissais pas cette étude. Euh, Oui, est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, Ruth, bien sûr. Je me mets, voilà. D'abord, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Je voulais vous signaler les travaux d'une de mes doctorantes, c'est une doctorante qui a terminé sa thèse et qui a déjà aussi un petit peu publié sur Trump, qui travaille sur le politiquement incorrect. Je pense que ça rejoint ce que vous faites. Mais il y a bon, une réflexion à la fois sur ce que c'est que le politiquement incorrect dans ce cadre-là, elle parle plutôt du discours électoral, mais aussi quels sont les enjeux de ce politiquement incorrect. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Elle s'appelle Maria Saltykov. Saltykov, Saltykov, T-Y
Kov. Euh, et justement, en parlant d'enjeux, donc je me demandais, voilà, vous avez fait une description, je pense, assez exhaustive et précise de la façon dont Trump maniait la menace. Mais j'aurais été intéressée à comprendre un petit peu mieux quels sont les enjeux de cette pratique en contexte. D'abord aussi, comment l'étudier dans une perspective argumentative, mais aussi quels en seraient les enjeux en contexte, c'est-à-dire au-delà de la description formelle. D'abord, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire en contexte, c'est-à-dire si vous pouvez expliquer mieux la Mais question? oui, pourquoi, comment ça fonctionne dans le contexte du discours présidentiel, cette rupture, quels effets est-elle censée provoquer, quel est l'intérêt de ce type enfin l'intérêt, si vous voulez, les bénéfices pour Trump de ce type de communication et voilà, quel effet ça a sur ce que nous comprenons par la parole présidentielle en général. Ok, merci. En fait, les avantages et les bénéfices de cette communication, on les voit parce il a des retours, il a gagné un second mandat et cela veut dire qu'il a une communication qui marche et qui attire beaucoup de millions d'Américains. Et il s'agit d'une communication de rupture. Et à mon avis, il a même démontré le pouvoir des réseaux sociaux dans la politique. C'est pour ça que j'avais abordé sur le fond, j'avais abordé les discours politiques numériques parce que je pense que à l'heure actuelle, un politique doit forcément compter sur les réseaux sociaux. Et je pense que Donald Trump est l'exemple vivant du pouvoir des réseaux sociaux. Et par rapport au discours des présidents qui l'ont précédé, euh, bien sûr, il s'agit d'un discours de rupture qui présente un langage bien plus violent, plus offensif et agressif. Et, mais il s'agit d'un langage qui marche, qui a fait, en fait, qui a bouleversé les codes typiques de, du discours présidentiel, mais il s'agit d'un langage euh, qui gagne, qui l'a amené à nouveau à la Maison Blanche. Et même l'auditoire, le public qu'il a, je ne veux pas dire qu'il a composé des personnes, comment dire, des lecteurs violents, mais des lecteurs qui sont en colère et donc euh, son langage est populiste, est national-populiste, et il a réussi à tirer profit de euh, toute une partie des lecteurs américains qui ont subi les conséquences de la crise économique, de la récession. Et voilà, c'est un langage de rupture, mais un langage qui marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, d'un autre côté, on m'a parlé souvent ces derniers temps à cause du caractère hyperbolique Mhm. de ces menaces et finalement du fait qu'il n'était pas toujours suivi des faits. On a beaucoup parlé du fait que c'était des gesticulations
des gesticulations vaines. Et donc, on peut se demander si enfin, ce style de l'excès, ces hyperboles, ne démonétisent pas un peu, ne rendent pas un petit peu vaine cette pratique de la menace. Mhm. Oui. Et surtout, ce que j'ai remarqué par rapport au premier mandat, c'est une évolution de ce langage de la menace, de ce discours de menace, qui est devenu plus violent, plus brutal et surtout, il met en exécution ces menaces. Donc, c'est vraiment quand dire c'est faire, c'est vraiment on est en train d'assister à la performativité de son langage. Avant, il se limitait, au cours de premier mandat, parfois, il se limitait à menacer, mais maintenant, il met ses menaces en exécution. Donc, plusieurs experts ont dit qu'il est devenu plus crédible et plus dangereux. Après, si je Vous puis me n'êtes permettre pas. de compléter, parce que vous l'avez souligné, Federica, on voit qu'il utilise le registre du monde des affaires, hein, qui est j'ai envie de dire, sa formation, et du monde de la télé-réalité aussi, où on voit qu'il y a une théâtralisation. Alors, c'est clair que on peut s'interroger, comme le fait Rousse, sur cet excès d'hyperbole qui finalement bon, pourrait nuire à justement à cette performativité, mais en même temps, il se construit d'une certaine façon à un ethos d'homme d'action qui réagit en permanence et qui est tout le temps en action, qui, de ce point de vue-là, agit, même si je suis d'accord on peut s'interroger sur cette hyperbole, mais peut-être que là, il faudrait faire une étude plus sociologique de son électorat sur le profil, parce que d'une certaine façon aussi, il met en scène une soi-disant spontanéité, c'est-à-dire que contrairement à un discours politique qui respecte euh, certaines formes, lui, au contraire, Mhm. va tweeter en permanence sur X ou son réseau social. Et donc, on voit qu'on est sur une forme de mise en scène de l'action politique verbale qui le présente comme quelqu'un dans l'action verbale à défaut voilà, d'action. En même temps, les événements récents montrent que c'est pas forcément que verbal. Hein, je pense, voilà, à l'actualité politique. Bon, je pense par exemple les frappes en Iran. Bon, on voit que c'était pas uniquement des menaces verbales. En tout cas, je pense que c'est intéressant peut-être de compléter par une étude de sociologie politique sur son électorat par rapport à des profils. Oui, avant d'être président, Trump était déjà très populaire grâce à l'émission The Apprentice. Et surtout, il était vu comme la réalisation de l'American Dream, c'est-à-dire l'homme d'affaires qui devient riche et qui vient ce qui n'est pas vrai pour le cas de Trump, mais qui vient euh, du Queens. Enfin, il est né dans le quartier du Queens de New York, mais lui, sa famille n'était pas pauvre et donc déjà, je pense il est devenu plus populaire, mais il était déjà avant parce il était vu comme un exemple d'homme qui a réussi dans sa vie. Et avec l'émission The Apprentice, elle a gagné sa notoriété auprès du peuple américain, même par des petites phrases comme par exemple «Vous êtes viré, you're fired», que j'avais même trouvé dans quelques tweets menaçants que j'avais analysés. Et
Et donc, oui, lui, sa communication est une communication spectaculaire son électorat aime. Parfois, il me rappelle un peu Berlusconi en Italie, par exemple. Un peu cette manière de donner un spectacle, de faire des discours particuliers, percutants, des petites phrases. Euh, voilà. Merci. Alors, il y a HP, je ne sais pas, voilà, qui voulait prendre la parole. D'accord, bonjour à tout le monde. C'est professeur Kalidoussi du Sénégal, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, moi, je vous remercie pour la qualité de votre présentation et en tout cas la pertinence aussi des idées que vous avancez. Je voudrais juste vous demander si on considère que Trump transpose euh, dans sa communication en tant que président, la communication du showbiz qu'il a eu jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le discours de Trump bouscule les conventions du discours institutionnel? Comment aujourd'hui la communication de Trump négocie-t-elle avec les contraintes du discours institutionnel? Est-ce qu'on peut encore parler de presidential discourse ou de presidential communication à partir du moment où il est dans un autre registre, dans une autre rhétorique qui n'est pas celle de la communication institutionnelle connue jusqu'à présent? Merci. Alors, merci à vous. Euh, alors, dans ma thèse, j'avais abordé ce point, en fait, pour démontrer que ces discours, ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, sont unpresidential, donc ils ne sont pas institutionnels. Normalement, d'un président, on s'attend à un certain style, une certaine communication. Les discours présidentiels, ils sont des discours rituels, hein, on peut dire, hein. Donc, il y a des éléments qui reviennent, hein. Et lui, il est totalement en rupture. Il parle comme un businessman. Donc, il, il a toujours, dans ses discours, il y a toujours le côté enfin, la visée d'obtenir quelque chose. Et moi, je pense par exemple au discours sur les tarifs contre l'Europe. Euh, L'Europe n'est pas vue comme une ennemie, si on analyse bien ces mots, mais elle est vue comme une concurrence. Donc, il a réduit toujours, euh, presque toujours, sa communication à une communication de négociation. Et franchement, il n'a rien, ces discours n'ont rien d'institutionnel. Si on l'entend comme institutionnel, comme des discours avec des formules. Ces discours sont vraiment à part, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense, comme l'a souligné tout à l'heure, je pense, Ruth, est-ce que la façon aussi de théâtraliser ses discours, ses entrées en scène, sa communication, ne relève-t-elle pas d'une sorte de feintise? Est-ce que on dit souvent qu'il demande plus pour avoir le moins? Donc, au fond, finalement, dans ces menaces, dans l'hyperbolisation de ces menaces, il y a aussi, d'un point de vue pragmatique, une sorte j'allais dire, de retrait et de possibilité de négociation. Oui, bien sûr, hein. La méthode que j'ai expliquée au début de ma présentation, c'est une méthode qu'il applique toujours. Et dans ces menaces, ce sont
ces menaces économiques, on peut dire, sont des chantages, en fait. Et sa visée est toujours d'obtenir ce qu'il veut. Donc, que son partenaire, son adversaire ne lui donne pas ce qu'il veut, alors il utilise sa méthode, son schéma, il menace parce qu'il sait qu'il est toujours en position de force. Et donc, j'espère avoir répondu à votre question. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux reprendre la parole une seconde pour rebondir? Oui. D'abord, je m'interroge un petit peu sur le fait que vous parlez d'un discours qui est propre au monde des affaires, parce que, à ma connaissance, le monde des affaires, qui n'est peut-être pas extraordinaire, mais enfin quand même un petit peu, je ne sache pas que dans le monde des affaires, on utilise tout le temps des menaces, à moins qu'on ait affaire à la mafia. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi on parle ici d'un discours qui serait repris du monde des affaires. Et ensuite, la deuxième petite remarque, suite à ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, la valeur performative de ce discours, et là je reviens un petit peu, non pas Austin, mais à Bourdieu, provient tout d'abord de la position de force de la position de force institutionnelle de cette personne qui prononce des propos, enfin, bon, qui, si vous voulez, ne sont pas aux normes du discours institutionnel, mais provient des capacités et du pouvoir du président des États-Unis, sans quoi on ne peut pas dissocier ces menaces de cette position. Ces menaces proférées par un autre auraient tout à fait un autre sens. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est en fait un discours, enfin, le monde d'affaires de Trump, des affaires de Trump et de la négociation selon Trump. Parce qu'en fait, au cours de mon parcours doctoral, j'avais trouvé une étude, je me souviens plus de l'auteur, qui avait traité la menace dans les négociations. En fait, dans les négociations, la menace est totalement déconseillée parce qu'il s'agit d'une méthode qui comporte des risques. Et donc, je ne voulais pas en fait souligner, mais il s'agit d'une méthode mafieuse, ce que Trump utilise parfois. Et il y avait même Fabrizio Calvi qui a écrit un livre en comparant le langage de Trump à un langage de mafieux. Et à propos de la deuxième question sur la position des forces, je voulais souligner que Trump n'est pas le premier président à utiliser la menace, parce qu'en fait, l'utilisation de la menace, je pense à la pratique du saber rattling. euh, c'est en fait ancré, bien ancré dans la rhétorique présidentielle américaine parce que les États-Unis ont toujours été dans une position de force. Et le saber rattling consiste en l'ostentation de la force militaire des États-Unis. Donc, il y a des précédents. Si je ne me trompe pas, Reagan a été peut-être Truman, pardon, le président Truman a été le président qui a plus menacé les autres pays. Mais ce que Trump a fait d'inédit est de menacer en fait à travers les réseaux sociaux. Donc c'est ça, il a vraiment transformé cette pratique verbale en une pratique techno-langagère. Mais en fait, c'est là, je suis tout à fait d'accord, vient du fait que le président des États-Unis et donc se trouve dans une position de force par rapport aux autres et il montre cette attitude de bully parce que même
dans ma thèse, j'avais, pardon, analysé comment il a exploité son pouvoir présidentiel pour menacer, par exemple, pour imposer son veto ou, par exemple, pour menacer les démocrates avec le shutdown. Et voilà, donc je suis... merci parce que je suis tout à fait d'accord. Alors, de mémoire, il y a quand même des éléments dans le discours de Trump qui renvoient au monde des affaires, en particulier le fameux See you in court, qui est, parce Je n'ai pas, qu'effectivement, il me je semble n'ai que pas entendu, pardon. dans votre thèse, vous soulignez que le see you in court, se relève du monde des affaires, en fait, où donc certes, il y a la négociation, mais dans les rapports de force dans le monde des affaires, et ça, c'est quand même une caractéristique de son discours, de menacer de traîner les gens en justice. Et donc là, on voit qu'il utilise quand même un vocabulaire du monde des affaires et qui renvoie, ce qui renforce son autorité d'une certaine façon aussi, en montrant son expérience dans ce domaine. Et donc c'est pour ça que j'ai évoqué le monde des affaires qui est quand même présent dans sa façon de mener les négociations et en tout cas de montrer que il est quand même potentiellement en position de force en menaçant d'avoir recours à la justice et une des juges qu'il attaque régulièrement lui a répondu ça aussi, hein. Donc on voit que ses adversaires reprennent aussi voilà, retournent ces menaces. Donc ça, c'est aussi dans un, j'ai envie de dire, il faudrait aussi peut-être voir dans quelle mesure dans les interactions et les rapports de force politique aujourd'hui aux États-Unis, on va aussi reprendre cette façon de mener les échanges, si je puis dire, un peu de manière assez brutale, en fait. Oui, j'ai dit que See You in Court vient de son monde parce que en fait j'avais lu son best-seller The Art of the Deal. En France, je pense que c'est Trump pour Trump. Et il avait publié ce livre en 1987. Il était jeune, il était un jeune homme d'affaires. Et déjà à l'intérieur, j'avais trouvé cette méthode qu'il utilise. Et plusieurs fois, il raconte des anecdotes en disant, et alors il n'a pas accepté ma proposition et alors je l'ai menacé d'aller en justice, donc de le mener en justice. Et c'est pour cela que j'ai avancé l'hypothèse que See You in Court venait de son langage de la négociation, parce qu'il a l'habitude de menacer l'adversaire lorsqu'il ne parvient pas à obtenir ce qu'il veut, d'agir par voie légale. Merci. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres, peut-être remarques ou questions. Alors, je me demandais, moi, si dans la façon de mener son nouveau mandat, euh, s'il y avait d'une certaine, enfin voilà, si c'était à la même fréquence, parce qu'on voit que vous aviez montré aussi que est hyper actif sur les réseaux. Et c'est aussi un peu son identité, on va dire, de communication. Et si il y a des légers changements ou pas, même si c'est pas votre objet, mais avez-vous noté voilà, est-ce qu'il y a une amplification de cette méthode? Est-ce qu'il est toujours aussi euh, rapide dans ses réactions et voilà.
ce deuxième mandat, est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques que le précédent en termes de communication? Alors oui, parce que en fait, la base des données que j'ai présentée, euh, le programmeur qui a créé la base s'est arrêté et a arrêté de publier, d'enregistrer les messages. Donc, moi, je vais presque tous les jours sur la page de Truth Social de Trump. Et il est vraiment, je pense, par rapport à la tweetomanie qui avait caractérisé son premier mandat, moi j'ai remarqué qu'il publie chaque minute et même la nuit. Alors parfois, bien sûr, je pense que c'est son équipe qui publie certains messages, mais la nuit, je pense que c'est lui parce que au moins qu'il oblige son équipe à publier, à poster. Mais j'ai remarqué vraiment une amplification, comme vous disiez, dans la publication des messages et parfois des messages qui sont même retweetés. Et, j'arrive pas vraiment à tenir à son rythme parce que il est impossible. Il publie vraiment, il est en continuité. Il est vraiment impulsive et abusive, on peut dire. Et, donc, moi, j'ai remarqué, bien sûr, je- je devrais me servir des logiciels, d'un logiciel qui, par exemple, peut mesurer cette continuité, mais ce que j'ai remarqué, c'est vraiment cette amplification. Et surtout parce que Truth Social est vraiment sa plateforme. Il a créé cette plateforme et donc il peut tout faire. Twitter avait essayé de supprimer certains messages, mais ici, il a toute la liberté d'expression et il peut tout publier. Si vous allez sur son profil, on trouvait vraiment des fake news, de la publicité parmi ces messages. Donc, vraiment, c'est ça, son monde, son univers, sa plateforme. Et donc, oui, je vous confirme que la, comment dire, il y a eu une évolution même en ce sens-là. Au-delà de cette multiplication, au fond, quelle serait la différence entre des menaces proférées dans un discours télévisé et des menaces répandues dans les réseaux sociaux? Euh, il n'y a pas vraiment une différence, c'est-à-dire que euh, des menaces ce sont des menaces. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il met à exécution ces menaces. Et sur les réseaux sociaux, ses followers, ses supporters sont tous ses électeurs. Et donc, il a un auditoire très spécifique. Et, mais de ce que j'ai remarqué, il menace plus à travers les réseaux sociaux euh, par rapport au discours, parce que lui, Trump ne fait, enfin, il est rare qu'il parle à la télévision. Il parle normalement s'il est invité dans la chaîne Fox. Ben, sinon, il prononce des discours. Par exemple, moi, je pense au discours qu'il a prononcé aux Nations Unies. Mais normalement, il privilégie Truth Social, donc sa plateforme, même pour annoncer des décrets présidentiels. Euh,
Et il me semble que, comme vous l'avez montré, ça permet en fait les réseaux sociaux de puiser dans la culture numérique, les mèmes, les photomontages, des références culturelles, et donc ainsi de construire une communication qui se veut proche de son électorat. Donc je trouve que c'est intéressant la façon dont il utilise le techno-langage en fait et les formes techno-langagières pour, vous l'avez montré avec les hashtags, avec qui lui permet d'entretenir une viralité, c'est-à-dire que c'est une façon aussi où on voit qu'il sait tirer parti finalement des logiques algorithmiques et de la façon dont des contenus clivants vont être retweetés pour du second degré ou premier degré, mais en tout cas qui vont d'une certaine façon alimenter la viralité. Oui, je pense qu'il s'agit d'une stratégie euh, parce que il est très conscient, comme j'ai dit, que tout ce qu'il publie va être repris par la presse. Donc, je pense qu'il privilégie les réseaux sociaux pour cette raison, parce que son objectif est même comment dire, d'attirer l'attention des médias qu'il critique en même temps, mais c'est ça son objectif. Donc, oui, la différence pourrait être dans l'utilisation des réseaux sociaux pour atteindre cet objectif. Mais tout ce qu'il dit, le président des États-Unis, va être, à mon avis, repris parce que c'est le président des États-Unis et donc, euh, merci. Merci. Alors, il y a peut-être une dernière question de Gaël Rony dans le chat qui a un problème de micro et qui demande si vous avez exploré les similitudes ou les différences entre le discours trumpiste et les discours de leaders populistes. Alors non, j'ai pas exploré, mais cela pourrait être une piste intéressante. Et, ce que j'avais un peu remarqué, c'est que par exemple, il y a le président de El Salvador qui est un président très jeune et qui est, je pense, populiste. Et il a été dénommé le président des réseaux sociaux parce que même lui, il a misé sur les dispositifs numériques pour communiquer pour ça, même pour gagner les élections. Et donc, j'avais réfléchi à peut-être à faire euh, euh, à mener une petite étude sur les similitudes et les différences entre les discours de Trump et les discours de ce président. Et, bien sûr, il y aura même d'autres présidents qui utilisent les réseaux sociaux. Peut-être Milei en Argentine utilise les réseaux sociaux. Mais cela serait très intéressant à explorer en fait. Merci Gaëlle. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou remarque. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Federica, hein, pour cette présentation très documentée, très riche hein, sur cette communication politique, voilà, très spécifique de Donald Trump. Et bien, merci à toutes et toutes de votre présence et de votre participation. Et donc, on vous donne rendez-vous le 12 décembre pour une autre séance. Je ne sais pas si Johannes, tu veux en dire un mot? Je crois qu'on a perdu Johannes. Ah, j'en Ah non, profite Johannes, pour... non, voilà. Non, mais on t'entend pas, Johannes, excuse-moi.
Ok, bon. Donc rendez-vous le 12 décembre. De toute façon, on postera l'information via le site. Et puis, bah, très bon week-end à tous et toutes et au plaisir de vous retrouver pour échanger. Et encore merci Federica et merci à toutes et tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à vous, merci pour les questions. À bientôt. À bientôt, Merci merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Au revoir.